vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h37. Maison, jardin, cuisine, brocante en ce dimanche matin. Sébastien, Églantine, Thierry et Laetitia, ils sont là, bien sûr. Bonjour. Bonjour Tout le monde. Sébastien Demorand, nous poursuivons avec vous le week-end spécial. Un petit peu de chaleur dans les assiettes de l'hiver. Votre velouté de pané hier était simple comme bonjour. On reste dans le même esprit ce dimanche matin, mais avec quoi? Oui, monsieur, de la chaleur, de la simplicité au cœur de nos assiettes et un ingrédient italianisant. Il revient aux fondamentaux. Alors, je dis italianisant et pas italien. Parce tomate. que, non, on cultive le goût de cet ingrédient chez nous aussi. Vous voyez où je suis? Dans le Haut-Comté de Nice, la Savoie. La polenta de Savoie. Vous avez vu, question pour une championne. Églantine, 3 points. Bien sûr. Là-bas, on dit la polenta, Bernard, évidemment. Mais ça désigne la même chose. La farine de maïs, vous savez, très très belle, évidemment. Alors, on va la préparer, cette polenta, très très fluide ensemble ce matin, si vous voulez bien. Vous regardez comme toujours sur le paquet pour les temps de cuisson. Et en matière de liquide, car il en faut évidemment, de bouillon de cuisson, on va faire moitié lait, moitié bouillon de volaille, fastoche. Une fois qu'elle sera prête, notre polenta, il n'y aura plus qu'à incorporer une bonne rasade de parmesan, plein de beurre. Le but est évidemment d'obtenir une polenta extrêmement onctueuse. Tout ceci a l'air d'être très très sympathique, mais enfin, ça fait un petit peu chiche. Qu'est-ce que vous nous mettrez avec ça? Évidemment, on va cuisiner. Regardez, chez le maraîcher, trouvez un gros bulbe de fenouil. Vous allez prendre votre mandoline, car vous l'avez évidemment, et vous allez tailler le fenouil en lamelles pas trop épaisses, d'accord? Un bel oignon rouge, taillé pareil. 4 gousses d'ail, Thierry, pelées, taillé en gros éclats, 2 brins de thym, un petit bout de saucisse au couteau. Je savais bien. Ouais, dans cet esprit-là, 350-400 grammes pour 4 personnes, ça va aller. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors la saucisse, classiquement, vous la retirez de son boyau. Vous allez faire sauter la chair à feu vif à l'huile d'olive en l'émiettant. Voilà, vous émiettez grossièrement. Quand elle est bien caramélisée comme ça, Thierry, vous ajoutez vos légumes, vous les marquez fortement toujours et vous déglacez généreusement avec plein de vin blanc. Ça ne peut pas faire de mal. Exactement. Votre feu maintenant, vous le baissez. Mettez un petit peu de bouillon de volaille là-dedans et vous allez laisser vos légumes s'attendrir 5-6 minutes, pas plus. On termine avec une tombée de persil plat, finement haché. Et là, c'est quasiment terminé. Vous voyez l'idée? La polenta bien fluide dans le fond des assiettes, le hachis, saucisse, fenouil, oignon, comme ça en petit dôme par-dessus, du persil plat plein à la volée au dernier moment. Un petit peu de piment, un petit peu évidemment, de... Thierry, piment d'Espelette, une belle rasade d'huile d'olive et c'est bon, il n'y a plus qu'à, et vous c'est êtes terminé. sûr que la polenta, elle va pas être trop épaisse? Alors non, mais il faut faire gaffe, vous avez raison Laetitia. Si vous trouvez qu'elle épaissit un peu trop, vous allez de nouveau la détendre avec du bouillon de volaille et lui rajouter encore un petit copeau de beurre doux. En fait, ce qu'il faut, c'est pas hésiter pendant que vous la préparez à la faire plus liquide qu'elle ne devrait être, parce que elle va pomper en quelque sorte votre mélange au fur et à mesure entre le lait et le bouillon. L'idée, si vous devez la garder au chaud, moi je vous conseille de la transvaser dans un plat creux avec du papier film par-dessus et de la maintenir en température au four, éventuellement au bain-marie, pour éviter qu'elle ne dessèche trop rapidement. Quel boulot. Mais non, toujours à chipoter en disant moi je fais des trucs 5 minutes, moi. tout au micro-ondes, les parapluies anciens, suite, revenons-y. avec Églantine et Meillet. Alors l'histoire du parapluie, vous nous l'avez raconté hier et c'était bien intéressant. Alors c'est un objet pratique par les temps qui courent. Bon, ça peut se discuter éventuellement. En tout cas, Thierry a été très alléché, il en veut un. Il est fauché. Il veut pouvoir le choisir et pas se ruiner. Quel conseil? Alors déjà, comme je vous le disais hier, selon les périodes, les parapluies anciens sont souvent très joliment décorés. Si vous avez envie de vous faire plaisir, d'être protégé et surtout d'être chic en même temps, moi je vous conseille de commencer par regarder le pommeau. C'est le petit détail qui fait l'allure du parapluie une fois refermé. C'était très important. Vous pourrez trouver des pommeaux en métal argenté, en vermeil, en ivoire, en os, en corne. Alors, corne de bovidé ou corne de rhinocéros, c'est difficile à différencier. Oui, mais attention, maintenant, on n'a plus trop le droit d'acheter. Alors, on n'a plus le droit aujourd'hui, c'est interdit en neuf. Mais si c'est des vieux. Et c'est ça, donc j'en profite, je vous rappelle que dès qu'il s'agit de vente de cornes ou d'ivoire, le vendeur doit pouvoir vous fournir le certificat datant l'objet, objet forcément ancien. Alors, il paraît, ces pommeaux, on trouve donc des pommeaux magnifiques, on en a déjà vu en or sur une brocante, c'est vous dire le soin qu'on accordait à ce détail. Et puis, il y a des parapluies avec pommeau à système. Moi, je trouve ça génial, j'en ai vu un, une fois, le pommeau était en forme de chat, et dès que vous appuyez dessus, le chat tirait la langue. Moi, c'est rigolo, ça. C'est très sympa. Mécanisme. Moi, j'adore ça. Et côté tissu, ça devait être pas mal aussi. Alors, il y a beaucoup de choix. On oublie bien sûr les plus anciens qui n'ont pas résisté du tout. Mais on a fait au début du XXe siècle des parapluies en coton ou en soie, des tissus qui à l'époque étaient quand même d'une très grande qualité, tissés très très fins, qui devenaient bien imperméables une fois mouillés. Donc vous avez beaucoup de choix aussi dans les motifs. Alors quand même, ils sont anciens ces parapluies. Ils sont pas un peu abîmés? En dehors du tissu, non. En fait. Les parapluies sont une grande qualité. Le mécanisme est increvable. Surtout les parapluies pliants des années 50, c'est la Rolls des parapluies.
parapluie, parce qu'on appelle la fourchette. Le lien entre les baleines et la carte était très courte. Donc ça ne se cassait pas, ça ne se retourne pas non plus. Pas comme ceux de maintenant. Sur la plupart des parapluies anciens, tous ces mécanismes ont plutôt très bien résisté. Donc vous l'avez bien compris, vous faites en priorité attention au mécanisme, pas au tissu. Le tissu, ça se change assez facilement. Bon, et alors, combien ça coûte là pour Thierry? Eh bien, vous pourrez chiner ces parapluies à partir de 5 €. Jusqu'à plus de 100 € s'il a un joli pommeau en argent, par exemple. Si le parapluie sur lequel vous craquez le tissu très abîmé, vous pouvez le confier à un restaurateur spécialisé, comme Michel, par exemple, qui officie à Paris. Il va remettre des tissus d'époque qu'il aura chinés ou récupérés dans des stocks de soieries ou dans des anciennes robes. Génial. Il peut aussi, si besoin, restaurer un mécanisme abîmé. Si vous avez vraiment craqué sur un parapluie ancien, mais que le mécanisme est abîmé, il y a une solution. Ça doit avoir un coût, ça, quand même. Ah, évidemment, il faut compter en moyenne 300 € achat compris. Mais attendez, s'il prend du tissu de robe, ça va pas être imperméable, ça? Il va bien choisir son tissu. Il y a des tissus les tissus de l'époque étaient très serrés. Voilà, donc en tout cas, c'est 300 €, 150 € à peu près si c'est un parapluie pliant. Alors ça peut paraître cher pour un parapluie qu'on perd parfois. Mais voilà. Mais moi, je pense que quand on a investi 300 € dans un parapluie, d'abord, on ne le perd plus. Oui, c'est vrai. Et je le dis, c'est une pièce que vous allez garder 20 ans, durée de vie moyenne de ces parapluies. Et pour achever de vous convaincre, je vous dis comme ça, on jette 15 millions de parapluies par an en France. 15 millions 15 millions de parapluies chaque année qu'on achète dans un pays asiatique très très loin, qui sont dans un état déplorable très très vite. En tout cas, sachez qu'à Pau, il y a un fabricant de parapluies pour bergers absolument extraordinaire, d'énormes parapluies en demi-sphère. Ça vaut 170-180 €. C'est magnifique, les baleines sont en osier, enfin, c'est extraordinaire. Mais Sébastien, vous ne circulerez pas dans Paris avec ça. Je m'en fous, je vais m'installer à place phénoménale. Mais ce sont des pièces absolument magnifiques. Toute la famille sous le parapluie. Exactement. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante dans un court instant. Thierry veut nous parler du noisetier. Ça, c'est une super idée parce qu'en plus, le bois de noisetier est extrêmement souple. On peut en faire des tas de trucs extraordinaires. Et puis, Laetitia, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle veut nous parler de la Maison Leleu. Ça vous dit quelque chose? Ah oui. De nom, oui, mais je ne sais absolument pas ce que font ces gens-là. Donc, mystère. On attend un instant. Maison Jardin Cuisine Brocante sur RTL. 9h46. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante avec Thierry le jardinier et son noisetier. Thierry, alors le noisetier, tout le monde en voit partout, on ne le reconnaît pas parce que c'est trop commun. C'est triste. Alors c'est bien à tort, Bernard, car sa floraison, pour moi, a beaucoup de charme. Bon, elle ne tape pas à l'œil, mais je regarde toujours avec sympathie ces longs chatons qui pendent par centaines le long des branches. Oui, les chatons. Parfois dès novembre, quand la nature s'endort. Cette semaine, sous la neige dans le Morvan, c'était comme un petit rayon de soleil. Alors, passé Noël, de janvier à mars, selon la météo, les chatons doublent de volume et de longueur et prennent, pour moi, une jolie teinte jaune doux. Question naïve, les chatons, ils font des noisettes, quoi. Il y a la noisette dedans. Elle n'est pas naïve, votre question, Laetitia. Elle est intéressante. Oui, ils peuvent donner des noisettes, mais pas tout seuls, car il s'agit uniquement de chatons mâles, destinés à produire du pollen, et donc parfaitement inefficaces s'il n'y a pas de fleurs femelles. Il y en a des fleurs femelles sur les noisetiers? Eh bien, c'est pas étonnant que vous y repérez. Elles sont minuscules, quelques millimètres à peine, comme un grain de riz brun vert avec une toute petite houppette rouge. Regardez juste au-dessus des chatons mâles ou à l'extrémité des rameaux, c'est là où elles pointent leur frimousse en février-mars, quand les chatons se gorgent de pollen. Oui, c'est tout petit. Regardez la photo, c'est assez sympa. Ça fait pas beaucoup de femelles. En fait, elles sont planquées derrière leur éventail et elles font de l'œil au chaton mâle. C'est ça, à peu près ça. Mais en fait, ce sont des abeilles qui assurent la fécondation de tout ça. Alors les abeilles, dans cette histoire, elles jouent plutôt le rôle de pique-assiette. Bon, certes, elles se précipitent sur les chatons mâles, c'est le premier pollen de l'année, ce pollen indispensable au démarrage des larves d'abeilles. Mais le noisetier, bonne pote, ils vont laisser faire cela, mais ça n'est pas vraiment utile pour eux. Pourquoi ça? Parce que c'est le vent et pas les insectes qui pollinisent les noisetiers. Le vent qui transporte le pollen jusqu'aux houpettes rouges des fleurs femelles. On s'en doute, comme toujours avec le noisetier, rien n'est simple, car les fleurs femelles d'un noisetier ne peuvent pas être fécondées par ces chatons mâles. Il faut qu'un autre noisetier à proximité. Tout se fera de manière croisée. Et c'est pour ça, sans doute, qu'on voit des noisetiers parfois sans aucune noisette. Oui, c'est une des raisons. Alors, la seconde, c'est qu'il faut une bonne semaine de temps ensoleillé et doux pendant le mois où les fleurs femelles sont réceptives et que parfois le temps est pourri, comme maintenant. Et puis, en plus,
cette fécondation croisée se passe bien mieux quand il n'y a pas qu'une, mais plusieurs variétés de noisetiers à proximité. Bon, heureusement, les pépinières en proposent un bon choix. Donc ça veut dire qu'on ne doit jamais acheter un seul noisetier. Deux, et de 2 variétés différentes. D'accord. Ça, c'est clair. Hein. 2 noisetiers de 2 variétés différentes, et là, on a des noisettes. C'était donc le cours sur l'accouplement des noisetiers, chérie. Alors vous, Laetitia, vous voulez nous faire, non pas un petit cours, mais nous emmener en voyage, un peu dans le temps, car nous retournons en 1910. 1910, en France, c'est la naissance d'une maison de décoration qui deviendra prestigieuse, la maison Leleu, créée par Jules Leleu et son frère Marcel. Ah oui, il y a vous qui connaissez, je suis désolé, moi j'ai jamais entendu parler de ça. La maison Leleu, ce sont d'abord des meubles en bois précieux. Ils ont eu le Grand Prix en 1920, par exemple, avec une commode en palissandre, laqué bleu, de l'ivoire, du galuchat, tout ce qu'il y a de plus précieux. C'est du très haut de gamme. Et ils deviendront très vite des ensembliers, surtout quand Paul, la fille de Jules, créera un département textile avec des tapis noués main, des papiers peints, des tissus. Alors la maison Leleu va réaliser la décoration du paquebot Le France, avec notamment sa bibliothèque en lac bleu, et aussi la décoration du paquebot Le Normandie. Elle signera la salle à manger de l'Élysée sous Vincent Auriol, le légendaire train présidentiel de René Coty. Donc vous voyez, c'est une maison qui a vraiment marqué pendant 60 ans le monde du luxe et de la décoration. Et pourquoi est-ce qu'elle a disparu finalement ? Parce qu'en 1970, à la demande du Shah d'Iran, la maison Leleu va travailler 2 ans à la transformation de 64 hectares de ruines à Persépolis en lieu magique pour célébrer les 2500 ans de l'Empire perse. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, le chantier ne sera jamais payé et c'est ce qui fera couler la boîte. Mais c'est pas vrai. Et alors donc c'est pour ça que depuis 70, on n'entend plus parler alors. Bah voilà, sauf dans les galeries, les musées ou chez Drouot, où les tapis Leleu, quand même 100 ans d'âge, se vendent très très cher. Ah ouais. Le logo de la maison, c'est un loup avec des ailes, parce que Leleu, ça veut dire loup en ancien français, et les ailes parce que la famille était mordue d'aviation. Mais alors aujourd'hui, c'est vraiment fichu. Alors non. Pourquoi vous nous en parlez là ? Parce que c'est génial. Aujourd'hui, l'arrière-petite-fille de Jules, Alexia Leleu, 30 ans, docteur en pharmacie, relance l'affaire. Elle a fait en fait un vrai travail de détective jusqu'à retrouver Françoise Siriex, l'ancienne collaboratrice, qui, miracle, avait sauvé, elle, d'un incendie, l'ensemble des archives de tissus, papier peint et tapis. C'est fou. Et en plus, quand elles se sont rencontrées, Françoise lui a dit « Je suis en possession d'une lettre spécifiant que tous les droits, je dois les céder à un membre de la famille. » Donc ça, c'est un signe du destin. Carrément. Voilà. Qui a conforté donc Alexia dans son choix. Après une formation à l'école Boulle, et elle a décidé de relancer les tapis d'après les archives et les dessins de Paul. La moitié de ces tapis étaient ronds, comme le modèle Cosmos, créé en 1940 pour le salon de Trouville sur le Normandie. C'est super beau. Mais ils sont comment là, tous ces nouveaux tapis? Alors en fait, ils sont comme les anciens, avec les mêmes couleurs d'origine, mais aussi une réinterprétation d'Alexia qui rajoute ou dynamise les modèles. Chaque pièce est unique, numérotée, signée, donc c'est du sur-mesure. Les tapis sont noués main comme à l'époque. C'est réalisé en Inde. Pourquoi là-bas? Parce que c'est le berceau ancestral du savoir-faire du fameux nœud persan. C'est quoi un nœud persan? En fait, c'est un nœud asymétrique qui a des imperfections et qui donc rend le tapis beaucoup plus vivant. La laine, 100% laine évidemment, de Nouvelle-Zélande, la meilleure. Moi, j'ai marché sur un tapis Leleu et c'est un truc de dingue, les amis. Non, mais le moelleux, c'est totalement addictif. Moi, j'en veux un. Moi aussi, Oui, moi aussi. Ils sont beaux. Écoutez, ils sont magnifiques. Alors, c'est intouchable pour nous, vous oubliez. C'est entre 1800 et 2000 euros du mètre carré. Ah, le mètre carré. C'est très, très haut de gamme. Voilà. Mais l'histoire est belle et l'audace d'Alexia Leleu méritait que je vous la raconte. C'est super. Et puis, il faut aller voir quand même les modèles. Si on n'a pas l'argent, on peut regarder. Maison Leleu, LELEU.com. Là, il y a tous les modèles de ces nouveaux tapis venus du néant. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Laetitia. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Un bon dimanche. Prochain. À la semaine prochaine.